Catherine Fournier n'a même pas 34 ans, mais possède déjà une feuille de route impressionnante. Selon un récent sondage léger, elle est la politicienne québécoise la plus appréciée. Elle est mairesse de Longueuil depuis 2021 et vient d'être réélue pour un deuxième mandat. Si en 2021, on parlait d'une vague, ce soir, ça ressemble plus à un tsunami. Avant ça, elle a été députée de Marie-Victorin pour le Parti québécois de 2016 à 2019. À seulement 24 ans, elle devenait la plus jeune femme élue à l'Assemblée nationale. En 2019, elle quitte le PQ pour siéger comme indépendante. Elle a aussi publié 3 livres, L'audace d'agir, le projet Ambition Québec et Apprivoiser la politique. Elle s'est confiée dans le documentaire Témoin CF sur son parcours au sein du système judiciaire. C'est pas quelque chose auquel je suis habituée, donc je suis allée dire la vérité de ce que j'ai vécu. Après avoir dénoncé un ancien collègue qui l'a agressée sexuellement. En novembre 2023, elle a dû être placée sous protection policière. Elle a reçu il y a quelques jours, me confirme son cabinet, une menace de mort. Et cette menace de mort, Marianne, tenez-vous bien, est directement liée à la fameuse saga des cerfs du parc régional. Aujourd'hui, Catherine Fournier est dans son 3e trimestre de grossesse et doit accoucher en avril d'un petit garçon. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lui parler dans le blanc des yeux. Bonjour Catherine Fournier. Bonjour Sophie. Je vous regardais pendant que vous regardiez le résumé de votre vie, puis vous avez vécu toutes sortes d'émotions qui paraissaient dans votre visage. J'ai l'impression... C'est un peu un livre ouvert, oui. Oui. Alors, moi, ce que j'ai lu, puis corrigez-moi si je me trompe, quand on dit que vous étiez la plus jeune députée à l'Assemblée nationale, un immense sourire de fierté. Quand on revient sur ce cas d'agression sexuelle, beaucoup de tristesse, puis un peu de colère aussi, et les menaces de mort à votre égard, la protection policière, une inquiétude qui est encore là. Est-ce que je résume bien? Oui, ça résume bien. C'est certain que ça frappe quand on voit un montage comme celui-là. Là. On passe par toutes sortes de gammes d'émotions parce que c'est ça la vie aussi. Il y a certaines montagnes russes qui s'accompagnent d'un parcours comme le mien nécessairement. Mais je pense que si je prends un peu de recul, je suis très fière évidemment du chemin parcouru depuis maintenant près de 10 ans. Alors, c'est drôle parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a une tendance, puis vous êtes très médias sociaux, puis très tendance. C'est de comparer là où on est en 2026 par rapport à 2016. Puis vous avez mis plein de photos de ce qui se passait dans votre vie en 2016. Mais il y a 10 ans, vous étiez un petit bébé en politique, vous commenciez. C'est fou tout ce que vous avez accompli en 10 ans, Catherine. Oui, c'est fou. Puis ça m'a donné un peu le vertige de faire le tour de ces photos-là. Il y a 10 ans, ça fait quand même longtemps. Je venais juste d'avoir 24 ans. Puis, mine de rien, ça faisait quand même quelques années que j'étais déjà très investie en politique. J'ai pas été... élue en claquant des doigts, c'est-à-dire que j'avais bâti mon réseau, j'avais été militante pendant plusieurs années. Fait que de voir tout l'investissement que j'ai consacré dans cette année-là, 2016, pour finalement être élue en décembre de cette année-là, toutes les étapes par lesquelles je suis passée, toutes les personnes qui m'ont appuyée, qui ont fait en sorte que j'ai pu me rendre là, que j'ai pu avoir cette force-là, mais cet appui qui m'a permis d'aller aussi loin à un si jeune âge. En fait, ça m'a émue de voir ce chemin-là parcouru puis de me replonger dans les émotions de 2016. Parce que vous êtes ambitieuse. Je peux vous dire ça, que vous êtes ambitieuse? Moi, je trouve pas que c'est péjoratif. Au contraire, c'est ça, dans ma bouche, c'est vraiment un compliment. Donc, quand on voit, par exemple, la semaine dernière, le premier ministre François Legault qui démissionne, Geneviève Guilbeault qui dit « ben moi, je me représenterai pas parce que je veux passer du temps avec ma famille ». Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que, mettons, dans 5 ans, 10 ans, vous vous voyez première ministre du Québec? Ah, c'est pas sur mon radar. Pas du tout? Ben, dans le sens que j'ai pas de plan en ce sens-là. Donc, je me dis pas non, dans 5-10 ans, je vais être première ministre. Moi, tu sais, j'ai pas planifié non plus être élue. En fait, je l'ai planifié lorsque j'ai décidé de me lancer. Là, ça, il va sans dire. Moi, une fois que je prends une décision, je suis très, très fonceuse, puis je mets tout en œuvre pour que mes objectifs fonctionnent. Mais quand j'étais jeune, par exemple, quand j'étais adolescente ou même jeune adulte, encore plus près de la date de mon élection comme militante,
je ne savais pas que j'allais être un jour élue. Tu sais, c'était pas dans mon plan nécessairement de carrière, mais j'aimais tellement ce que je faisais, puis j'avais tellement envie de servir que je me suis dit, OK, ben je me lance, je fonce, je le fais. Ça a été un peu la même chose lorsque j'ai décidé de me lancer à la mairie de Longueuil. Je sentais vraiment qu'il y avait une ouverture, que j'avais l'occasion de changer les choses. Je l'ai fait parce que je le sentais, mais c'est vraiment pas planifié plusieurs années à l'avance. Puis ça, mon entourage pourrait vous le confirmer. Ouais. Ça a été... Tu sais, c'est pas non plus un coup de tête parce que en même temps, quand je prends une décision, c'est mûrement réfléchi, mais ça me prend pas des années à le planifier, ou en tout cas tout ça pour te dire que moi, je vois pas... Je le prends un peu plus, pas au jour le jour, mais au moment où je le vis. Si un jour, je sens qu'il y a une façon d'améliorer le Québec à laquelle je peux participer activement, je le sais pas. Tu sais, je le dis souvent, l'avenir dure longtemps, puis bien... tu sais, je suis tellement encore jeune que ça serait un petit peu, je pense, m'avancer de dire que ça ne pourrait jamais m'intéresser. Mais ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je suis très, très bien. Je suis sur mon X comme mairesse de Longueuil. Pardon, j'ai la misère avec ma voix. Et je me vois aussi faire autre chose que de la politique. Ça, je l'ai toujours dit. Je veux pas faire uniquement ça dans ma vie. Moi, je l'ai fait très jeune. Puis, je veux dire, j'adore ça. Puis, je me suis représentée pour un deuxième mandat. Est-ce qu'il y en aurait un troisième? Je le sais pas encore. Si je me représenterais, je vais évidemment prendre ma décision quelques mois avant les prochaines élections. Mais je me concentre un peu plus sur, justement, le mandat. Je pense que c'est important de se poser la question à chaque fois. Puis c'est sûr que je veux aussi prendre du recul par rapport à la politique à un moment ou à un autre de mon parcours. Je ne sais pas ça va être quand. Je vais toujours demeurer engagée dans tout ce que je vais faire, mais je ne veux pas me réveiller à 60 ans. C'est vieux, ça, 60 ans? Ben, c'est pas vieux, mais c'est quand même dans longtemps pour Donc, vous ne voulez j'ai. pas vous réveiller à 60 ans en disant « j'ai fait juste de la politique ». Oui, exact. Oui. Parce que je sais pas, c'est pas que c'est négatif, mais je suis pas sûre que ça soit si sain. Parce que je veux dire, c'est un rythme non seulement effarant, mais c'est plus un sentiment aussi d'hyper-vigilance qui est en tout temps, qui occupe énormément les pensées. Puis ça fait, comme je dis, plus de 10 ans maintenant que je suis là-dedans, 10 ans comme élue, et je me dis, bien, ça pourrait être bon à un moment donné de peut-être me sortir de cette dynamique-là, ne serait-ce que pour prendre du recul. Je pense que ça va être difficile parce que les gens qui font de la politique le disent, là, ça devient un peu comme une drogue parce qu'il y a beaucoup d'adrénaline qui est liée à la vie politique. Mais je pense que si je quitte, puis peut-être un jour je reviendrai, je le sais pas, mais probablement que si je reviens un jour, ça va faire de moi une meilleure élue parce que j'aurais su prendre du recul et faire autre chose. Mais pour rester dans le domaine politique, parce qu'après, moi, je veux parler à la femme derrière la politicienne, mais on connaît, évidemment, vous avez été au PQ, vous avez été aussi au Bloc québécois. Si le Parti québécois est élu cette année et qu'en 2027, il y a un référendum, allez-vous voter oui ou non? C'est sûr que je vais voter oui. Allez-vous vous impliquer pour le oui? Je vais m'impliquer pour le oui. Oui. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Je laisserai pas l'occasion passer sans m'engager. C'est une des premières causes pour lesquelles j'ai été active en politique. D'abord, la langue française. Puis ensuite, je me suis engagée dans des groupes pour l'indépendance, autant dans la société civile qu'au Bloc et au Parti québécois. Donc, vous continuez à y croire, ça, c'est une bonne nouvelle. Dans la petite capsule pour vous présenter, on dit que dans un sondage léger, vraiment tout récent, là, qui est sorti en janvier de cette année, c'est la deuxième fois que c'est le cas, la politicienne, toute catégorie confondue, là, je veux dire fédérale, provinciale, municipale, au Québec, la plus appréciée. Et même, ça a augmenté par rapport au dernier sondage. On a aussi, dans le magazine L'Actualité, ils ont fait un palmarès des 100 personnes les plus influentes au Québec. Vous êtes, je pense, en 15e ou en 16e position, devant Louis Morissette. Est-ce que cette popularité-là, est-ce que ça peut, à un moment donné, vous monter à la tête? Est-ce que vous allez avoir la grosse tête puis vous allez vous prendre pour un 7-Up? Je pense pas, parce que, premièrement, c'est pas dans ma
personnalité. Je pense que fondamentalement, je suis quand même quelqu'un d'assez humble. Mais au-delà de ça, je veux dire, en politique, oui, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir des chiffres comme ceux-là, puis de sentir un appui populaire. Puis je mentirais si je disais que je le sentais pas, cet appui-là, que je sentais vraiment une belle solidarité des gens à mon égard. Puis un soutien aussi qui me porte beaucoup dans mes actions quotidiennes. Mais en contrepartie, moi aussi, je fais face à la critique liée à des décisions qui peuvent être plus ou moins populaires. Tu sais, je veux dire, au jour le jour, ça demeure que ça peut être difficile. Donc, la réalité frappe souvent. Puis je pense que même si l'appréciation globale est importante, ben je veux dire, je fais face quand même à une certaine adversité à tous les jours, à toutes les semaines. Puis je pense que ça ramène quand même les pieds sur terre. Les gens sont pas, en général, sont très gentils, mais je veux dire, parfois, dans nos souliers d'élus, on doit prendre des décisions qui font pas, évidemment, l'unanimité. Puis je pense que même si je réussis à créer des consensus, bien, nécessairement, je suis quand même en contact avec des gens qui peuvent parfois être en très grand désaccord, puis l'exprimer de toutes sortes de façons. Fait que je pense que ça, c'est assez quand même pour garder les pieds sur terre. On en a parlé tout à l'heure, les menaces de mort à votre égard, protection policière. Comment vous vivez avec ça au quotidien? Parce que vous nous avez parlé de l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est on est tout le temps en train de regarder par-dessus notre épaule. On est tout le temps en train d'être sur les nerfs comme ça. Comment vous vivez avec ça? J'essaie quand même de développer un certain lâcher-prise, puis je pense que j'y suis bien parvenue avec les années, mais c'est pas évident. Ouais. Puis vous le vivez aussi en tant que femme publique qui prend la parole dans des tribunes médiatiques. C'est pas évident évidemment, on veut pas se bâtir une carapace qui fait en sorte qu'on laisse des choses passer ou qu'on banalise. Donc, il faut se protéger soi-même tout en n'acceptant pas les comportements appropriés. Donc, c'est l'espèce de ligne que j'essaie de tracer parce que, en tout cas, je pense que pour survivre dans ce monde-là, on n'a pas le choix quand même de créer une distance pour protéger notre soi très, très personnel avec le type de critique ou en fait, plutôt la haine et l'intimidation qu'on peut parfois subir. Donc, moi, j'essaie de protéger ça en me disant que c'est pas personnel, que ces personnes me connaissent pas, qu'ils s'attaquent peut-être à un symbole ou quelque chose. Donc, j'essaie de dépersonnaliser. De mettre une distance. De mettre une distance. Moi, ça m'aide à ne pas me sentir trop prise par ce genre de commentaires-là. Puis ça se bâtit avec le temps. Je pense que ça m'affectait davantage au début de mon parcours. Puis tant mieux si j'ai pu travailler ou bâtir cette distance-là, parce qu'évidemment, les choses se sont accélérées. Plus tu as une notoriété qui est grande, plus tu as une visibilité aussi médiatique, mais nécessairement, le volume augmente aussi un peu. Donc, je pense que j'ai réussi à créer ça, mais en même temps, je veux pas devenir insensible. Vous voulez pas être dans une cage de verre ou dans une cage de riz. Voilà. Mais en même temps, c'est contradictoire. Puis je veux quand même pouvoir dénoncer les comportements parce que je pense que c'est important de le faire puis de pas hésiter à alerter les autorités là, lorsqu'il est nécessaire, lorsqu'il y a vraiment des cas criminels. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. Je sais que vous aussi. Oui, c'est gentil de s'inquiéter pour les autres, mais c'est contradictoire d'une certaine façon, Catherine, parce que vous dites, tu sais, quand on s'expose médiatiquement, des fois, il y a un coût à payer, mais vous êtes hyper présente sur les médias sociaux et vous partagez quand même beaucoup de votre intimité. C'est pas un reproche, c'est simplement une constatation. Quand vous allez à Hochelaga, vous mettez plein de photos de vous avec vos chums de filles, c'est très correct. Mais mettons, vous vous mariez, ben là, on a le droit à toutes les photos de mariage. Quand vous tombez enceinte, évidemment, vous l'annoncez. Quand vous apprenez que votre bébé, c'est un garçon, vous mettez des photos du gender reveal, entre guillemets, où on voit que c'est un morceau de gâteau bleu. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi de partager constamment comme ça votre intimité, dans le sens, c'est un peu Kid Kodak quand même. Ben, je me demandais si vous alliez
plus sur l'angle, est-ce que c'est dangereux de s'exposer autant pour Non, les pas commentaires, dangereux, mais pour dans les- le pour sens les que critiques? vous êtes un peu accro aux médias sociaux. Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est une exagération? Non, probablement que je le suis, Oui. comme bien des membres de ma génération et d'autres générations. Mais en fait, que je sois élue mairesse ou pas, je sais que je serais une utilisatrice des médias sociaux. Tu sais, j'étais adolescente, j'avais 15 ans, j'avais parti un blog. J'ai toujours aimé, je pense, les plateformes numériques, partager, échanger sur Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est une bonne question. Je pense Ouais. que j'aime partager, j'aime échanger avec les gens. Je pense que d'un point de vue politique, puis je le pense pas nécessairement comme ça, parce que au tout début de mon parcours, je m'étais dit, je vais me créer un compte privé, puis je vais avoir mon compte public, puis c'était plus de gestion. Puis à un moment donné, j'avais pas grand monde qui me suivait à cette époque-là. Je me suis dit, non, je vais tout faire en même temps, puis ça va aussi montrer les différentes facettes de ma personnalité. Puis avec le temps, plus il y a des gens qui m'ont suivi, il y a des gens qui m'ont signifié qu'ils appréciaient voir ce côté-là, voir l'humain Ça humanise, derrière c'est ça? l'élu, Oui. puis qui sentait, parce que moi j'ai toujours géré moi-même mes plateformes sociales aussi, puis qui sentait grâce à ça que c'était encore plus vrai, tu sais, que c'était vraiment moi derrière les textes, derrière les messages auxquels je réponds, parce que je réponds à tous les messages que je reçois. Mais ça doit vous prendre un temps fou. Oui, ça me prend beaucoup de temps. Puis je suis pas toujours à jour non plus. Des fois, je suis en mode rattrapage. Tu sais, je vérifie toujours s'il y a des urgences, bien entendu, mais des fois, j'accumule des messages, mais je finis toujours par répondre à ce que je reçois. Donc, je pense que j'ai comme bâti ma présence en ligne de cette façon-là. C'était apprécié. Puis, nécessairement, tu sais, j'en suis consciente que c'est apprécié, ces partages-là. Puis, vous avez fait référence, par exemple, à des photos à Oshiaga. Je sais que ça avait fait quand même grand bruit. C'était dans ma première année de mairesse. Puis, je m'étais questionnée. Je me disais, est-ce que je les publie, les photos, ou pas? Puis, je me suis dit, c'est ma vie. Je suis allée à Oshiaga. J'ai eu un bon moment avec mes amis. Mes autres amis de 30 ans partagent ce genre de photos-là. Pourquoi moi, parce que je suis mairesse, je pourrais pas les partager? Puis, je me suis dit, au contraire, dans le fond, puis, tu sais, j'en étais consciente que en partageant ce genre de photos-là, d'une femme qui a des responsabilités importantes, mais qui montre qu'elle est aussi une jeune femme qui peut avoir du plaisir avec ses amis, je savais que ça envoie aussi un certain message politique, dans le sens où je participe peut-être à rendre plus légitime le fait d'avoir des responsabilités sérieuses, mais aussi d'assumer d'autres côtés de sa vie de femme, là, dans ce cas-ci. Fait que je m'étais dit, oui, let's go, je pèse sur appuyer et je publie mes photos. Puis, sérieusement, j'ai reçu tellement de messages de jeunes femmes qui m'ont exactement confirmé ce que je pensais un peu en publiant ces photos-là, tout en sachant que ça sortait un peu du cadre habituel. Et donc, ça m'a comme confirmé, parce que oui, j'ai eu quelques messages un peu plus négatifs, mais j'en ai tellement eu de positifs. Je me suis dit, OK, tu sais, je pense pas que je partage autant que certaines personnes. Je pense que je garde quand même, je publie les grands moments, tout ça. Je pense que j'ai quand même une limite là, à mon intimité, mais je partage des choses, puis des fois, je suis totalement consciente de ce que je partage, puis de l'effet que ça peut avoir, puis c'est pas artificiel. Dans le fond, je partage les vraies choses, mais c'est aussi voulu de lever le voile là-dessus pour un peu rendre ça peut-être pas moins tabou, mais plus simple, plus authentique, puis participer à humaniser les personnalités politiques. Parmi les photos que vous avez publiées ou que d'autres ont publiées, il y a une photo de la fois où vous êtes allé au mariage du chroniqueur de la presse et aussi animateur à la radio, Patrick Lagacé. Il y a des gens qui vous ont critiqué là-dessus, qui ont dit, c'est quand même spécial, une amitié quand même aussi proche entre quelqu'un qui est dans les médias, quelqu'un qui est en politique. Est-ce que vous considérez que vous auriez dû peut-être garder ça privé, ou est-ce que ça vous pose un problème, vous? Non. Et puis, je considère pas que j'aurais dû garder ça privé. Puis d'ailleurs, je tenais à mettre une photo de cet événement-là pour être transparente envers les gens. Tu sais, je préfère que les gens qui me suivent
sache qu'il y a une relation qui peut exister entre moi et Patrick Lagacé. C'est pas lui qui est mon ami directement. Il faut comprendre que moi, je suis amie avec celle qui est devenue sa femme épouse. Et que ma relation avec son épouse est préalable à sa relation avec Patrick Lagacé. Mais des gens vous l'ont reproché. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là? Ben exactement ça, que je préfère que ce soit clair, que ce soit transparent, que je pense pas qu'on puisse s'attendre à ce qu'on refuse d'aller au mariage d'une de ses amies parce que son mari a un lien, un certain pouvoir médiatique, puis que moi, parce que je suis mairesse, je devrais couper cette relation d'amitié-là. Je pense que les gens le comprennent. Puis moi, je préfère que ce soit clair aussi, plutôt que de ne pas montrer cette relation-là ou de faire comme si elle n'existait pas ou comme si je n'avais aucun lien. Tu sais, moi, je crois beaucoup à ça, là, la transparence, la sincérité. Puis je pense que pour la majorité des gens, il y a une grande compréhension, puis je pense qu'ils préfèrent ça que le contraire. Que de se cacher. Ouais. On a vu donc plusieurs photos de vous, puis je veux rester sur la question de l'image parce que je trouve qu'elle est importante. Vous n'êtes pas un pichou. Vous êtes une très belle femme. Moi, je considère que vous êtes une des plus belles femmes du Québec. Est-ce que cette beauté-là, vous diriez que jusqu'ici, ça vous a nui ou ça vous a aidé? Je pense qu'il y a deux côtés à la médaille. Probablement que ça m'a plus aidé que nui, là, si je veux pas non plus... tu sais, je veux dire, il y a plein d'études qui démontrent que les personnes qui peuvent être considérées belles ont... parfois, que les gens vont les considérer différemment. Là, ça joue dans la psychologie humaine. Là, puis là, je cite seulement des études, donc j'imagine que ça peut participer à un sentiment positif, là, les gens qui sont jugés selon les stéréotypes, encore une fois. Mais maintenant, je pense que le fait, parfois, d'être une jeune femme, jolie dans les sphères où j'ai évolué, sans dire qu'on a pu attaquer ma crédibilité par rapport à ça, parce que ça a peut-être été le cas, mais je trouve que c'est plus anecdotique que d'autres choses. Mais c'est plus parfois de questionner... tu sais, je me souviens tantôt, on a montré dans la petite capsule du départ mon investiture au Parti québécois. On était 6 candidats qui souhaitions porter les couleurs du PQ à l'élection partielle de décembre 2016. Puis j'ai gagné. Ça a été très difficile. J'ai travaillé extrêmement fort. Et au terme de ça, j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui appuyaient mes adversaires, mes opposants plutôt, j'aime pas trop le terme adversaire, qui disaient que j'avais gagné parce que j'étais belle. Ah oui? Puis parce que les gens avaient voté pour moi en raison de ça. Puis ça m'a toujours vraiment fâchée, ce genre de commentaires-là. C'est peut-être le moment où je l'ai senti de façon plus forte, mais c'est revenu à quelques moments dans mon parcours. D'ailleurs, la candidate de la CAQ en 2018 qui a perdu, je veux dire, j'ai gagné l'élection quand même par une marge relativement mince, par à peu près 750 votes. Puis la candidate de la CAQ aussi s'était exprimée devant les médias et elle avait dit que les gens avaient voté pour mon joli minois, que c'était la raison pour laquelle elle avait perdu. Donc, même des femmes, parfois, peuvent être très vicieuses par rapport à exactement. Puis pour mon investiture, c'est un petit peu la même chose. C'était malheureusement des commentaires qui provenaient surtout de femmes qui disaient que, dans le fond, si j'avais pesé 200 livres de plus, j'aurais jamais gagné. Donc, c'est sûr que ça, c'est fâchant. Moi, je pense que là où ça me fâchait à travers mon parcours, c'est quand ça invalidait le travail, parce que, encore là, je me mets pas la tête dans le sable, je suis pas une autruche non plus, dans le sens où je sais que ça peut... Vous faites pas pitié, la science démontre que c'est un avantage plus qu'un désavantage, puis ça, je veux qu'on s'entende là-dessus, puis c'est correct, je l'assume, mais de lier l'apparence au résultat... Alors que je pense que qu'est-ce qui me définit probablement le plus, c'est mon ardeur au travail. Je suis foncièrement quelqu'un de très travaillante et j'en suis fière. Et je n'ai jamais ménagé les efforts et on m'a jamais rien donné. Fait que ça, je trouve ça injuste.
Puis ça, c'est quelque chose qui m'a dérangée dans mon parcours. J'aime ça sentir la lionne qui sommeille en Catherine Fournier sous les dehors plutôt lisses. Hein? J'aime ça Mais sentir... je suis douce quand même. Je suis Oui, une vous êtes personne douce. calme et posée. Ah, Mais une main de fer dans un gant de velours, Voilà. Catherine, ça, c'est toujours payant. On va prendre une petite pause et quand on revient, je veux qu'on parle, parce que là, vous êtes évidemment enceinte, Oui. hein, on voit votre bedaine, mais je veux parler du parcours pour se rendre là, parfait. parce que c'est pas un parcours qui est simple, la fécondation in vitro, puis c'est important d'en parler, d'être transparent aussi là-dessus. Aussi. Donc, quand on revient de la pause, on va parler de cette grossesse après des années et des mois d'attente. Rebonjour Catherine Fournier. Donc, la grossesse va bien? Ça va très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous voient, comme vous êtes super populaire, et qui vous mettent la main sur la bedaine? Question numéro 1. Question numéro 2, est-ce que ça vous énerve? Ça m'est pas arrivé trop souvent jusqu'à maintenant. Fait que Non. je sais pas si ça m'énerverait, si ça m'arrivait trop. Mais non, jusqu'à maintenant, juste des citoyennes, rencontrer des gens très, très gentils, très respectueux. Donc, non, ça va, non? Les gens se gardent quand même, ils sont super chaleureux, mais je sens pas qu'ils entrent dans ma bulle non plus. Est-ce que ça a été un processus compliqué, difficile, parce qu'au début, vous ne tombiez pas enceinte? Vous avez décidé de recourir à la fécondation in vitro. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours-là qui a quand même pas été simple? Des moments de découragement parfois? Ouf, oui, Oui. de grand découragement. Là, je pense que quiconque passe à travers un processus comme ça ressent beaucoup d'incompréhension aussi, parce que, bon, on le dit souvent, là, c'est censé être la chose la plus simple là, en apparence. Biologiquement, on se dit on est fait pour avoir des enfants, puis quand on va essayer, ben ça va fonctionner, mais force est d'admettre que pour bien des gens, puis ça, j'en étais quand même consciente avant d'essayer, parce que moi-même, j'avais eu des gens près de moi qui avaient eu des difficultés, notamment une de mes meilleures amies là, qui était aussi passée par un processus de fécondation in vitro. Donc, j'essayais d'être réaliste quand même par rapport au parcours qui s'en venait lorsque mon mari et moi, on a décidé de commencer à envisager ce projet bébé. Mais c'est des profondes déceptions qui peuvent s'accumuler et finir par être extrêmement lourdes pour le moral. Tu sais, je me souviens, puis tu te dis, oui, OK, premier mois, t'as pas beaucoup de chances de tomber enceinte, mais t'espères quand même. Et moi, j'espérais, là, la première fois où on s'est dit go. Et tu sais, la journée où j'ai eu mes règles, c'est une journée où j'allais faire une allocution à la Chambre de commerce de Longueuil devant comme 400 personnes. C'était vraiment une très grosse journée sur le plan politique. Puis moi, j'avais juste le goût de pleurer, tu sais, puis de me rouler en boule probablement dans mon lit. Mais en même temps, tu vois, je pense que le fait d'avoir eu... c'est ça qui est un peu parfois contradictoire avec mon travail. Autant que parfois, je me dis, OK, ça... Des fois, je me dis, est-ce que je vis pas assez mes émotions parce qu'il faut que vite que je pense à autre chose parce que j'ai des responsabilités. En même temps, j'ai l'impression que mes responsabilités m'aident aussi parce que ça me donne d'autres objectifs, puis d'autres peut-être des façons de m'évader sans mettre de côté mes émotions, mais dire, OK, ben là, il faut que tu te reprennes en main. Il faut que tu sois focus, il faut que tu ailles de l'avant, tu as une journée à accomplir, tu as des choses à faire importantes. Fait que j'ai l'impression que ça m'a quand même aidée à travers mon parcours parce qu'effectivement, les mois se sont malheureusement accumulés. Puis ça vient vite, hein, des cycles menstruels féminins. Donc non, j'ai trouvé ça quand même très difficile puis lourd sur le moral. Ça peut, parce que je connais moi aussi des gens qui sont passés par le processus, ça peut devenir difficile pour le couple aussi. Est-ce qu'à un moment donné, ça a brassé, puis que votre chum a dit, ben là, c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaye, puis ça coûte cher, la fécondation in vitro. On pourrait peut-être mettre l'argent sur autre chose que sur avoir un bébé. Est-ce que ça crée des tensions dans un couple? Ben oui, ça crée des tensions. Oui. Puis probablement que c'est les seules tensions même, je veux dire, notables que j'ai eues dans mon couple jusqu'à maintenant, c'est par rapport au parcours de fertilité. Parce que sinon, votre relation amoureuse est un long fleuve tranquille. Ben, pas un long fleuve tranquille. On a des petites
des fois des petits épisodes, mais rien de majeur, tu sais, sur des trucs du quotidien un petit peu, mais somme toute, on n'est pas des personnes très conflictuelles, mon mari et moi, fait que, tu sais, ça va vraiment bien, mais des trucs, mettons, sur des choses plus fondamentales, ouais, c'est la première fois qu'on a eu des discussions un petit peu plus difficiles, donc je pense que un parcours comme celui-là, ça repousse dans certains retranchements, puis c'est extrêmement sensible, puis là, en plus, il y a les hormones impliquées dans tout ça, là, tu sais, je me suis souvent fait la réflexion, t'apprends que t'es pas enceinte à un moment où t'es hypersensible, tu sais, dans les SPM ou dans tout ce qui est autour de la semaine où on est plus fragile. On est plus sensible, plus fragile nécessairement avec les menstruations. Donc, je suis comme, ça tombe mal en plus que tout ça tombe en même temps, une espèce de mix d'émotions puis d'hormones. Mais voilà, ouais. Mais c'est important qu'on ait cette discussion-là aussi parce que quand on dit qu'on veut qu'il y ait plus de femmes en politique, ça veut dire aussi que nous, on est là, toutes les deux femmes, à se parler d'hormones puis de menstruation, mais ça fait partie de la vie de 50% de la population. Exact. Donc, cette discussion-là, elle est importante, elle n'est pas banale, hein? Bien, tout à fait. Puis c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai également décidé d'en parler publiquement. Tu sais, ça n'a pas de lien direct avec mes fonctions de mairesse, mais je sais que c'est quelque chose que vivent tellement de femmes, tellement de couples, et des femmes aussi avec des responsabilités importantes. Donc, tu sais, tantôt, on parlait des photos que je publie, puis je te disais, tu sais, je suis consciente de l'effet que ça a, mais tu sais, c'est venu un peu naturellement au fil de mon parcours de décider de parler de choses plus personnelles parce que, tu sais, je le faisais, puis après, je voyais les retombées que ça avait, les retombées en termes de que les gens se reconnaissaient puis que ça pouvait faire du bien à certaines personnes. Fait qu'en étant plus consciente de ça, je suis comme, ça me met moins de doute, puis je suis comme, ben, je vais le faire, puis même des fois, je suis comme, OK, mais non, je vais même en parler proactivement parce que je sais que ça va... Puis des fois, on réalise pas tant que ça notre pouvoir, tu sais, en tant que personnalité publique, médiatique, personnalité politique, mais ça a un effet sur beaucoup de gens qui nous regardent puis qui trouvent des modèles aussi. Mais c'est intéressant, le choix de mots est révélateur parce que vous avez dit des retombées. Quelqu'un pourrait nous écouter puis dire, ben tout ça est un calcul. Elle présente sa vie privée pour humaniser son parcours, pour justement se rendre populaire, pour être populaire dans les sondages, dans les palmarès. Parce que retombées, il y a un côté... On fait une action, puis il y a des retombées économiques ou des retombées politiques. Je parlais pas pour moi, je parlais de retombées pour les personnes. Mais je comprends la perception. Tu sais, j'ai déjà lu des commentaires en ce sens-là. Mais tu sais, je pense que si les gens ceux qui me connaissent le savent à quel point je suis juste tellement spontanée puis authentique. Puis comme je dis au début, moi, il n'y avait pas grand monde là, qui me suivait. Là, puis c'est comme ça que je le faisais. Ça s'est fait, tu sais, progressivement. Puis là, il y a des gens qui ont commencé à davantage me suivre, à l'apprécier, à me dire qu'ils l'appréciaient. Fait que c'est sûr que tu dis, OK, bien, clairement qu'il y a pas un besoin, là, le monde se porte très, très bien sans moi, là. Je vais pas me donner de l'importance de cette façon-là, mais je veux dire, il y a un désir d'avoir de la sincérité, d'avoir accès à une certaine authenticité. Puis moi, je me dis, ben, tu sais, j'ai une plateforme, je suis capable de parler de certaines réalités, des réalités qui sont partagées par d'autres femmes, des femmes qui ont toutes sortes de responsabilités dans la vie, là, pas juste avec des fonctions professionnelles décisionnelles, mais si ma réalité peut parler à d'autres femmes, puis que moi, j'ai cette voix-là, puis que je suis capable de la porter plus loin, ben tant mieux si ça peut concrètement aider d'autres femmes. Puis je le sais parce qu'il y en a qui m'écrivent pour me le dire. Puis ça, c'est sûr que ça fait du bien à recevoir. Puis tu dis, ben il y a comme un sens aussi à ce que tu fais. T'sais, autant mes interventions sur le plan politique que mes interventions sur le plan personnel. C'est un petit bébé que vous portez dans votre ventre. Oui. Il va grandir, puis un jour, il va falloir que vous vous assoyiez avec lui et que vous lui disiez, ben il y a plusieurs années de ça, maman, elle s'est fait agresser sexuellement. Ça va être un moment délicat. Est-ce que vous avez pensé à ce que vous allez lui dire? Comment vous allez lui parler de ce qui est arrivé avec Harold Lebel? J'ai honnêtement pas pensé Jamais? à ça encore. Ben, pas de la conversation que je devrais avoir avec lui. J'ai quand même pensé au fait que
Premièrement, élever un enfant, c'est une grande responsabilité, là, peu importe le sexe de l'enfant, mais j'ai l'impression, tu sais, moi, c'est un garçon aussi que j'attends. Puis, tu sais, quand on voit la violence envers les femmes, tu sais, la violence en général, mais c'est indéniable là, qu'il y a davantage de violence. On voit avec les féminicides, les agressions sexuelles, tellement de phénomènes préoccupants, même la violence en ligne, tu sais, c'est quand même un phénomène qui est répertorié. Puis je me dis, je veux tellement élever un homme respectueux. Puis je pense que c'est probablement mon plus grand... en fait, c'est mon plus grand objectif, c'est d'élever une bonne personne, puis un garçon qui va avoir du respect envers tout le monde, mais envers les femmes, tu sais, de le sensibiliser, Puis c'est ça, je trouve que c'est une grande responsabilité, puis ça donne aussi un petit peu de vertige, tu sais, parce qu'il y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu contrôles moins ou pas. Mais il va falloir aussi avoir une conversation avec lui pour lui dire, bon, il est arrivé ça, maman s'est tenue debout, maman a porté plainte à la police, il y a eu un procès, cet homme a été trouvé coupable, il est allé en prison, etc. Et aussi, vous avez été beaucoup attaqué. Il y a des gens qui ont remis en crédibilité dans les médias, par exemple. Je pense que c'est au Saguenay, quelqu'un qui a dit, ben voyons donc, pourquoi elle ne s'est pas débattue, pourquoi elle est restée là, pourquoi elle a pris une douche. Il y a tout ce côté-là où vous avez été attaqué. Des gens qui ont dit, ben c'était pas si grave que ça, ce qui lui est arrivé. Donc, il y a tout ça aussi avec lequel vous allez devoir faire face à un moment donné. Est-ce que quand vous repensez à ce qui s'est arrivé, puis le procès et tout ça, est-ce que vous vous dites il y a plus de positif ou de négatif qui est sorti de ça? Avec le recul, plus de positif. Oui. Ben, en fait, plus de positif en lien avec le parcours qui a suivi, là, parce que si vous me donnez le choix, j'aurais juste effacé ces événements-là. Je les aurais jamais vécus, puis j'aurais pas vécu tout le reste qui en est suivi. Mais je parle ce qui a suivi l'agression, donc le processus judiciaire. Tu sais, j'ai trouvé ça très, très difficile, mais avec le recul, puis le fait que j'ai pu reprendre aussi le contrôle de mon histoire, de la partager, tu sais, malgré les commentaires un peu dépassés là, qu'on a pu entendre de certains Mais j'entends dans votre voix que vous trouvez ça encore pénible même d'en parler. Oui, ben c'est sûr que ça a été très difficile. Mais encore une fois, quand je prends le recul nécessaire, puis que je me dis, OK, ben j'ai tenté, en prenant la parole, de transformer 2 événements traumatiques que j'ai vécus en quelque chose de positif. Là. Puis quand je parle de 2 événements, je parle de l'agression, mais aussi du fait que mon identité a été révélée contre mon gré. Ce que j'ai vécu quand même de façon assez traumatique, là, parce que c'était vraiment pas attendu, puis en tout cas, c'était pas prévu comme ça. Sans entrer dans les détails, il y a eu des retombées après dans ma vie, des conséquences plutôt, retombées, encore là, pas très bien choisies, dans ma vie personnelle. Mes parents, ma grand-mère qui l'a appris à la télé, bref, tu sais, c'est vraiment pas des choses... Oui, très épouvantable. Puis votre grand-mère ne savait pas que vous aviez été agressée sexuellement? Elle ne savait pas que c'était vous la victime? J'étais pas prête à le confier nécessairement à ce moment-là. Je me disais peut-être que j'avais décidé d'entamer le processus judiciaire en ayant la garantie que ce serait de façon anonyme. Et moi, je m'étais dit, quand je vais me sentir prête, probablement à travers le processus, mais je sais pas à quel moment, je vais en parler avec mes parents, je vais en parler avec ma grand-mère. Mais bref, ça, c'est pas... Il n'y a pas eu le respect de ce que je souhaitais comme parcours, contrairement aux garanties qu'on m'avait données. Donc, tout ça pour dire que j'ai utilisé ça, puis j'ai essayé de le retourner dans quelque chose de positif où je pourrais contribuer à ce qu'on connaisse mieux le processus judiciaire, à ce que, justement, des personnes victimes puissent davantage savoir à quoi s'attendre avant de se lancer. T'sais, oui, j'ai participé au documentaire avec la chaîne Vrai, mais j'ai aussi pris la parole dans toutes sortes de colloques. J'ai fait un balado avec le réseau des CAVAC pour vraiment expliquer pas par pas c'était quoi pour qu'on sache un peu à quoi s'attendre avant de se lancer dans une telle démarche, parce que moi, c'est ce que je trouvais qui manquait, là, un petit peu d'informations sur le pratico-pratique, au-delà
au-delà du canevas juridique plus conventionnel, mais comment ça allait réellement se passer, là, bien que toutes les histoires sont différentes. Donc, moi, c'est ce que j'ai tenté de faire avec ça. Donc, comme pour revenir à la question de départ, je pense que c'était la bonne chose. Puis je suis quand même, fière du chemin aussi, encore une fois, sur ce plan-là. Mais c'est sûr que ça reste pénible quand je pense. Là, j'aurais préféré juste jamais vivre ça, puis qu'on s'en parle pas aujourd'hui. Mais maintenant que c'est fait, maintenant que c'est vécu, je trouve important d'avoir eu cette prise de parole-là. Puis je me dis, moi, mon but, c'était d'aider ne serait-ce qu'une personne. Puis là, Est-ce que vous faites encore des cauchemars en pensant à ça? Non, pas tant, parce que j'essaie de pas trop y penser. Désolée. mais non, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de mon parcours maintenant, puis c'est vraiment correct qu'on me pose des questions, puis c'est quelque chose que j'ai accepté en prenant la parole sur ça. Je voulais pas que ça vienne me définir entièrement, puis ça, c'était une crainte que j'avais. J'avais peur qu'on parle plus de la femme politique, mais plus de la victime d'eux. Puis ça, c'était une grande crainte. Puis je pense que ça, je l'ai surmonté, cette crainte-là. Puis je pense que 2 ans, même presque 3 ans après ma prise de parole, je pense que je peux dire que ça, c'est réglé. Là. Je pense que je suis capable autant d'en parler dans le cadre d'une entrevue comme celle-ci, mais qu'on m'en parle pas chaque fois que je fais une intervention publique. Puis ça, c'est parfait. Puis je pense que j'aurais été rassurée de savoir que ça se passerait comme ça si je l'avais su à l'époque, parce que c'était vraiment quelque chose qui m'inquiétait beaucoup. Mais voilà, donc j'accepte que ça fait partie de mon histoire, mais je ne veux pas me laisser définir par ça. Je comprends tout à fait. On va prendre une petite pause et quand on revient, je veux qu'on parle de votre rapport à l'argent parce que vous êtes la seule personne que je connais au Québec qui a demandé à une baisse de salaire, qui a souhaité faire moins d'argent. C'est quand même assez particulier. Ouais, mon chum trouve ça particulier aussi. Ah, OK, bon, ben tiens, on a un bon petit filon là-dessus. On va parler de ça après la pause. Catherine, vous m'avez intriguée avant la pause parce que j'ai dit on va parler d'argent parce que vous avez demandé que le salaire de maire ou mairesse de Longueuil soit diminué. Puis vous m'avez intriguée parce que vous avez dit que votre chum, il trouvait ça assez spécial avec votre mari. Parce que mon mari, je l'ai rencontré, ça faisait un petit peu moins d'1 an que j'étais mairesse. Puis je pense qu'il m'avait dit, parce que bon, il suivait un peu la politique, mais pas non plus tant que ça avant de me rencontrer. Puis il me dit, ah oui, la chose dont je me rappelle de ce que tu as fait jusqu'à maintenant comme mairesse, c'était de diminuer ton salaire. Puis il va falloir que tu m'expliques ça parce que je comprends pas trop. Quand les factures d'hydro arrivent, il dit, ouais, ben Catherine, bravo d'avoir fait diminuer le salaire. Non, mais c'est correct. Puis je pense qu'il comprend parce que moi, je suis très, très confortable avec ma décision. Puis je sais que c'est ce qu'il fallait faire. Mais il faut le dire quand même, j'ai diminué mon salaire de 65 000 $ par année. Donc, sur un mandat, c'est quand même au bas mot 250 000 $ auxquels j'avais droit parce que c'était lié à des fonctions que j'occupais. En fait, j'ai diminué le salaire de mairesse de Longueuil, donc de façon quand même très, très importante parce que ce qui arrivait, puis pourquoi la mairesse de Longueuil était aussi rémunérée, c'est parce que on siège sur plusieurs comités, plusieurs instances, puis nécessairement, c'est des responsabilités qui s'additionnent. Donc, c'est pour ça que la rémunération est en conséquence du nombre de responsabilités. Tu sais, Longueuil, c'est une ville très complexe sur le plan de la gouvernance. Quand moi, je fais souvent des blagues avec mon collègue, mon homologue de Laval, Stéphane Boyer, tu sais, une île, une ville, une région administrative. Il contrôle pas mal son affaire. Moi, je suis mairesse de ma ville, mais je suis aussi présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil. On est 5 villes. Je suis présidente aussi de la table de concertation de la Montérégie. Donc, c'est des choses qui s'ajoutent à mon horaire de mairesse de base. Donc, c'est sûr qu'il y a une rémunération qui est liée. Donc, ça pour dire que j'ai choisi de jouer sur vraiment le salaire de mairesse de Longueuil puis de le diminuer à ce moment-là pour avoir un salaire qui soit plus équivalent, notamment au maire de Laval. Mais en même temps, la réalité, c'est que j'ai quand même plus de responsabilités parce que je siège à plus d'instances. Mais
je suis très confortable avec ça. Mais c'est intéressant parce que j'ai lu quelque part que vous aviez raconté que quand vous aviez fait campagne la première fois, quand vous êtes lancé en politique, vous aviez quitté la job que vous aviez à l'époque, vous étiez endetté, vous avez emprunté des sous à vos parents, 50 000 $. Donc, aujourd'hui, c'est quand même assez particulier parce que vous faites un salaire de 185 000 $ à peu près. Oui, je suis très bien par année. rémunérée. Là. Tantôt, j'ai dit que j'ai baissé mon salaire, mon s'entend. Je veux dire, je m'en porte très bien. Je pense que ma rémunération est adéquate. Mais oui, j'ai fait des sacrifices financiers en me lançant en politique. En fait, j'avais un prêt à la caisse, puis mes parents, je pense qu'ils m'avaient prêté à peu près 20 000. Puis la balance était à la caisse parce que quand j'ai décidé de me lancer effectivement à l'investiture du Parti québécois, donc je n'étais pas encore candidate à la vraie élection, là. C'était juste pour espérer être candidate. J'ai laissé mon emploi à l'époque, donc pour pouvoir me concentrer à 100% parce que je savais que ce serait une course très demandante, très serrée aussi, donc je voulais pas avoir de regrets. Je voulais m'investir à 100%, mais je venais déménager en appartement, j'avais un loyer à payer, là, j'avais des bénévoles, des amis qui venaient chez moi, je voulais quand même leur offrir un peu de quoi à manger, puis fait que ça m'a coûté vraiment très cher comme campagne, en plus de devoir vivre ma vie puis de payer mes factures. Donc oui, donc quand j'ai été élue comme députée, puis au départ, moi, quand j'ai été élue députée, le salaire, c'était 80 000 $ par année là, de base, ce qui était quand même très, très bien. Mais je veux dire, ça m'a pris plus d'un an, là, rembourser quand même mes dettes, même, je pense, à peu près 2 ans. Puis j'ai vraiment consacré beaucoup là-dessus. Puis ensuite, quand j'ai décidé de me lancer à la mairie, parce que pour moi, c'était important, je suis très intègre et tout ça. Je voulais pas avoir de rémunération de salaire de député parce que j'étais encore députée à l'Assemblée nationale à ce moment-là. Donc, j'ai demandé à l'Assemblée nationale de cesser de me payer pendant la campagne électorale. Donc, je pense qu'on a votre comptable là, sur la ligne 2 qui veut vous parler. Oui, mais tu vois, je pense que c'est des sacrifices, mais je trouve ça correct. Puis, je trouve que j'ai pris les bonnes décisions. Ouais. Catherine, je demande à chacun de mes invités d'apporter un objet qui le définit ou qui le représente. Et vous avez apporté un ordinateur. Je suis très intriguée de savoir ce qu'il y a dedans. Puis là, ça a l'air peut-être banal, un ordinateur. Oui, je travaille beaucoup, mais c'est pas tant mon ordinateur que je voulais te montrer, Sophie. En fait, c'est mon clavier d'ordinateur, OK? Vous voyez, je sais pas si on peut voir, à l'écran. On voit qu'il y a plein de lettres qui sont complètement usées. Oui, donc mon clavier d'ordinateur. Parce que je me suis dit, justement, puis tout le monde rit de mon clavier d'ordinateur parce que j'écris beaucoup. Puis, je trouvais qu'il y avait une métaphore là-dedans parce que, bon, premièrement, pour moi, c'est mon médium d'expression préféré. Tu sais, j'aime bien faire des entrevues, tout ça, mais pour moi, l'écriture, ça a toujours été ma façon de mettre de l'ordre dans mes idées, de réfléchir. Puis je trouve que mes touches de clavier, ça représente bien aussi le poids que j'accorde aux mots. Très intéressant. Le poids des mots, pour moi, c'est lié aussi à la responsabilité, puis à certains égards aussi à l'imputabilité. Tu sais, je sais que quand je prends la parole... Il nous reste 30 secondes. Alors, il faut que vous me disiez en 30 secondes le mot le plus important de la langue française pour vous. Imputabilité, ce serait plate. Oui? Pour la politique, peut-être, mais... Transparence? Sinon... bonheur et amour, là. J'adore ça. Merci beaucoup. Je vais vous demander après de dédicacer ce livre à Simone qui a 12 ans et qui veut se lancer en politique grâce à vous. Merci beaucoup, Catherine Fournier. Salutations à Simone et aux autres. Merci beaucoup, Catherine. Merci.